Merci à tous d'être revenus pour le dernier topo médical de l'après-midi dans la salle Yekawe. Donc, je vous demande d'accueillir le docteur De Grélan pour son exposé sur douleur et sommeil, intitulé Le mal dormir. Donc, le docteur De Grélan, qui est notre président de la communauté médicale d'établissement au CHT et qui fait partie aussi de l'association Douleur NC, bien sûr, et qui a été un des promoteurs de ce premier forum. Voilà, donc il est également aussi accessoirement chef de service de la neurologie du CHT. Donc Thierry, je te laisse la parole, merci. Merci beaucoup Luc. Comme un anesthésiste, j'espère ne pas vous avoir endormi en début de journée et j'aimerais bien vous réveiller en cette fin d'après-midi pour ceux qui dorment et ne pas endormir ceux qui étaient réveillés. Dormir nous a toujours intrigués et je ne vais pas reprendre les Grecs à chaque fois, mais il y a des histoires qui sont assez passionnantes, fascinantes dans la mythologie. Et le sommeil a toujours fasciné l'homme. Homère disait déjà « Car le sommeil, ayant fermé leurs paupières, fait oublier à tous les hommes les biens et les maux. Et dans les maux, il y a la douleur. » Le sommeil, c'est qui dans la mythologie? C'est Hypnos, frère jumeau de Thanatos, tous les deux fils de Styx, Nyx, la nuit. Et ce sont des frères jumeaux qui étaient tout le temps ensemble, qui travaillaient ensemble, et notamment pour accompagner le corps des défunts, des valeureux guerriers sur le champ de bataille jusqu'à leur domicile pour leur dernier sommeil. Et là, je prendrai Éric Fiat, philosophe français moderne, actuel, qui travaille beaucoup sur l'éthique, et qui, dans une conférence que je vous conseille, travaille sur ce verbe, se reposer, et qui, quand on enlève le se, donne une connotation tout à fait différente. C'est le repos éternel. Et on voit que Hypnos et Thanatos sont liés depuis toujours. Et finalement, quand un corps est endormi, est-ce qu'on peut savoir s'il est mort, s'il est réveillé, et qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Comment percer les secrets du sommeil? C'est ce qu'Apollon a souhaité faire un soir en venant déranger le sommeil d'Hypnos pour le transpercer d'un rayon. Vous savez qu'Apollon, c'est le dieu, entre autres, du soleil. Et il pensait, avec son rayon, éclairer la nuit et découvrir les secrets, notamment du rêve. Parce qu'Hypnos était très puissant, il était capable d'endormir tout le monde, y compris Zeus. Et Hypnos était malin, il a pris un masque, parce que c'est frères jumeaux, mais qui étaient hétérozygotes. Et donc, il a pris le masque de son frère, qui s'est mis sur lui. Et quand Apollon est arrivé, il s'est dit, mais je ne vais pas tuer la mort, il est déjà mort, donc ça ne sert à rien. Et donc, il est reparti, il n'a jamais percé les secrets du sommeil. Donc, nous, on va essayer de comprendre comment on peut distinguer dans le sommeil ce qui peut apporter la douleur. Et vous voyez cette histoire d'Hypnos et Thanatos, elle est dans la littérature de toujours, et dans Le Dormeur du Val, mais aussi dans la peinture. Et vous voyez ces deux soldats qui sont là couchés, allongés, qui ont l'air de dormir. La seule chose qui nous permet de savoir qu'ils sont morts, c'est une tête de mort à ses côtés pour celui d'en bas, ou un petit trou rouge et une épée pour celui peint par Courbet. Donc cette distinction entre le sommeil et la mort, elle nous a toujours intrigués. Et le sommeil nous apporte son lot de questions et il nous fait peur aussi, comme la mort, avec notamment les cauchemars. Ces cauchemars récurrents qu'on peut voir dans certaines pathologies comme la névrose post-traumatique, des cauchemars qui nous hantent, qui nous font peur, qui parfois nous empêchent de nous endormir, et on en reparlera. Mais il y a aussi des rêves qui sont positifs, car le sommeil, à la différence de la mort, c'est vraiment l'expression de notre vie. Le sommeil, c'est le corps qui travaille, c'est le corps qui fabrique des circuits, c'est tout un travail sur la mémorisation, c'est tout un travail de tri. Et nous allons voir que quand ce travail ne se fait pas correctement, alors là, chez Dickens, c'était très productif, mais quand ce travail ne se fait pas correctement, eh ben, il peut engendrer des pathologies. Alors, comment est-ce qu'on analyse le sommeil? Puisqu'aujourd'hui, on sait analyser le sommeil, même si on n'a pas encore percé tous ses secrets.
grâce à un hypnogramme. Donc l'hypnogramme, Thierry Langin connaît bien, l'hypnogramme, c'est la structuration du sommeil en cycle. Et vous savez que ce qui est important pour l'être humain, c'est de se reposer en sommeil lent. Car le sommeil lent, c'est celui qui est réparateur pour le corps et aussi pour l'esprit. C'est celui dans lequel la pression artérielle baisse, la tension, donc le pouls baisse, le corps est totalement au repos. Et c'est celui, quand il est perturbé, qui favorise le diabète, favorise l'hypertension, favorise des maladies chroniques, alors que quand il est présent et qu'il est préservé, ces maladies sont moins fréquentes. De tout l'intérêt d'appareiller certains syndromes d'apnée du sommeil. Dans l'hypnogramme, vous voyez en rouge en haut le rêve et en bas le sommeil lent profond. Et vous remarquez tout de suite sur cet hypnogramme que la priorité du corps humain la nuit, c'est de faire du sommeil lent profond. Puis, quand il a pris son sommeil lent profond, le corps autorise le cerveau à rêver. Finalement, le rêve est un luxe qu'on peut se payer en fin de nuit quand on a suffisamment bien dormi. Alors, la pathologie, évidemment, ce soir, cette fin d'après-midi, deux thèmes qui sont très importants en termes épidémiologiques, l'insomnie et la douleur. Alors, qu'est-ce que l'insomnie? Dans notre société, c'est 13% de la population française, au-delà de 18 ans, et c'est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Le manque de sommeil chronique s'aggrave dans nos sociétés. Vous savez qu'on a perdu presque 1h30 de sommeil en 20 ans, et qu'aujourd'hui, le phénomène s'aggrave encore avec les écrans. On est à moins de 7 heures sur la dernière étude épidémiologique en France, avec un tiers des Français qui dorment moins de 6 heures. La durée moyenne de sommeil recommandée, c'est 7h30. Évidemment, elle n'est pas pour tout le monde. Il y en a qui sont des petits dormeurs et d'autres de grands dormeurs. Mais on est en carence chronique de sommeil dans notre société et les choses ne s'arrangent pas. La douleur, elle, alors juste un petit peu avant, la douleur, elle, chronique, est encore plus fréquente. On vous a dit tout à l'heure, 30% de la population mondiale, c'est vérifié chez la population française, et cette prévalence, elle augmente avec l'âge. Vous me direz, c'est normal, les douleurs qui augmentent avec l'âge, certes, mais vous allez voir qu'elles n'épargnent pas les jeunes, et dans 2/3 des cas, ce sont des douleurs qui sont d'intensité moyenne à modérée, donc des douleurs qui sont fortes quand même, hein. Voilà. Elle affecte davantage les femmes et les catégories socio-professionnelles défavorisées. Donc, c'est la double peine et la double plainte aussi. Ces plaintes de douleur et de manque de sommeil, elles sont pas seulement chez les adultes, elles sont aussi chez les enfants. Et là, une étude canadienne très récente qui montre que jusqu'à 40% des enfants se plaignent de troubles du sommeil, mais on a aussi des douleurs lombaires, des céphalées. Vous voyez, c'est très fréquent chez nos enfants et sûrement pas assez entendu. Un petit clin d'œil aux pédiatres. On ne parle jamais assez des pathologies pédiatriques qui font le lit des pathologies de l'adulte, comme peut-être les pathologies du sommeil font le lit des pathologies de l'éveil. Donc finalement, vous voyez qu'il y a une interaction assez prodigieuse entre ce qui se passe le jour et ce qui se passe la nuit. C'est assez logique, finalement. Et donc, on a 50% des insomniaques qui présentent des douleurs chroniques. On a 80% des douleurs chroniques qui présentent des troubles du sommeil. Et c'est complètement intriqué, c'est assez logique, mais on va voir que ce n'est pas si logique que ça. Et je vais vous montrer tout à l'heure que finalement, il y a des découvertes très récentes, totalement inattendues, qui nous font comprendre l'importance du sommeil. Alors, on va d'abord commencer par le plus simple, la douleur. Comment influe-t-elle le sommeil? Bon, ça, c'est assez évident. Donc, une autre petite référence littéraire à Charles Baudelaire. Comment peut-on dormir quand on a mal une rage de dents, quand on a une colique néphrétique, quand on est à l'hôpital, qu'on vient d'être opéré, si les traitements antalgiques ne sont pas suffisants? Comment dormir? Impossible, c'est une évidence. Les douleurs mécaniques, elles nous empêchent de nous endormir, l'insomnie d'endormissement. On dit que ça augmente la latence d'endormissement. Et puis les douleurs inflammatoires, vous le savez, la goutte, par exemple, elle réveille le malade au chant du coq. Donc, c'est des douleurs plutôt matinales qui en fait le caractère inflammatoire. Et puis, comme le dit Baudelaire, la nuit, quand elle arrive, elle apporte à certains la paix, parce qu'ils arrivent à dormir malgré la douleur, et à d'autres, elle apporte l'angoisse.
parce qu'on est seul dans son lit, enfin, pas toujours, mais quand même. Finalement, dans ses rêves, on est tout seul, mais avant de s'endormir, on est seul et on est face à son angoisse. Vous savez que les angoisses, elles augmentent au coucher du soleil. Et donc, c'est ce que dit Baudelaire. Et c'est vrai que très souvent, on pense que l'anxiété, elle va majorer les troubles, évidemment, d'endormissement. Et c'est tout à fait vrai. Plus une douleur est intense, plus les troubles du sommeil sont majeurs. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation quantitative entre les deux. C'est assez étonnant. On pourrait imaginer qu'avec l'angoisse, finalement, même les gens qui ont des petites douleurs, eh bien, ils ont des gros troubles du sommeil. Non, c'est vraiment corrélé. La sévérité de la lombalgie est associée à des difficultés d'endormissement, ça paraît évident, et des réveils durant la nuit. Donc, ça veut dire une fragmentation du sommeil. Mais surtout, quand on étudie le sommeil des patients lombalgiques, on s'aperçoit qu'ils ont une diminution de ce fameux sommeil lent profond. Donc, il va avoir un sommeil plus léger et donc moins réparateur. Les personnes qui souffrent de douleurs chroniques associées aux troubles du sommeil, ils ont une plus grande sévérité des symptômes, une plus longue durée des symptômes, ils ont plus d'invalidité au quotidien et ils ont plus de comorbidité. Mais c'est vraiment la quintuple peine. Douloureux chronique, donc il a été étudié dans un grand nombre d'études. Il est toujours le même, toujours très perturbé. Et ces perturbations, elles sont quantitatives et qualitatives. Quantitatives, évidemment, ils dorment moins. 30% dorment moins de 5 heures. Donc c'est vraiment une carence chronique de sommeil. Mais qualitativement, quand on l'étudie, on retrouve la fameuse latence d'endormissement, c'est-à-dire j'ai vraiment du mal à m'endormir parce que je tourne dans tous les sens. Et là, on pourrait penser à, par exemple, des maladies comme les syndromes des jambes sans repos, qui nous donnent des douleurs dans les jambes, qui nous obligent à nous lever avant de s'endormir, qui parfois retardent de plusieurs heures l'endormissement. J'ai une patiente qui dormait dans sa baignoire. Et puis d'autres pathologies simplement douloureuses, plus banales, comme l'arthrose, par exemple. Quand on a marché beaucoup dans la journée, on a du mal à s'endormir le soir. L'efficacité du sommeil en est diminuée aussi parce qu'il y a une fragmentation du sommeil, c'est-à-dire que le douloureux chronique, il va se réveiller plusieurs fois dans la nuit. Et c'est plus de 60% des malades qui ont une fragmentation du sommeil, c'est énorme. On a une augmentation du sommeil léger, mais évidemment, pourquoi? Parce qu'on a une diminution du sommeil lent profond. Et donc, la nature ayant horreur du vide, si vous diminuez le sommeil lent profond, vous augmentez le sommeil léger. Donc finalement, ce qui est important là-dedans, c'est la diminution du sommeil profond qui, lui, n'arrive pas à se faire. Et pour ça, quand on regarde dormir les gens, ce qui n'est pas du tout ennuyeux, quand on regarde dormir les gens, on voit qu'ils mettent du temps pour arriver à trouver leur sommeil lent profond. Parfois, ils passent d'abord souvent par un peu de sommeil léger, ils reviennent, parfois ils se réveillent, puis ensuite ils refont un peu de sommeil léger, puis finalement, ils arrivent à trouver enfin leur sommeil lent profond. Bon, là, ils n'y arrivent pas. Et sur l'hypnogramme que vous voyez en bas, eh bien, vous voyez que le sommeil lent profond est en bas, tout à fait en bas, tellement en bas qu'en fait, il n'y a aucune ligne qui le touche. Le numéro 4, ça s'arrête à 3. Autrefois, on avait dans le sommeil profond, 4 stades dans le sommeil entre le léger et le profond. Maintenant, il n'y a plus que 3. Mais là, on voit que le stade 4 n'est jamais atteint et qu'on a essentiellement du sommeil lent, du sommeil léger chez les patients. Alors, la diapositive suivante, c'est la fibromyalgie. Alors, la fibromyalgie, c'est vraiment la maladie, par définition, la plus difficile. Et j'ai beaucoup d'admiration pour le travail qui est fait au CETD, parce que la fibromyalgie, ça ne se voit pas. Et puis, ça ne se voit pas. Ça ne se voit tellement pas que les patients, ils veulent nous montrer la fibromyalgie. Et voilà, en bas, un dessin de la douleur. Vous savez qu'on demande aux patients de dessiner les endroits où ils ont mal. Et là, le patient était arrivé avec son propre dessin qui m'amène, où on voit la mort, Thanatos, lui, en l'occurrence mort, de douleur, tellement il souffre, et tout un tas d'annotations. Voilà, c'est un vrai dessin d'un de mes patients. Et donc, dans la fibromyalgie, ça ne se voit pas,
Ça ne se voit pas d'ailleurs, les troubles du sommeil non plus, il faut en questionner les patients, mais ils sont très importants dans la fibromyalgie avec une petite particularité supplémentaire. On voit apparaître des anomalies qui n'existent quasiment que là, notamment le delta alpha, l'alpha-delta sleep, c'est-à-dire que pendant le peu de sommeil profond qu'ils font, parce qu'ils ont aussi une carence en sommeil profond lent, eh bien, ils ont de l'éveil à l'intérieur, puisque le delta, c'est le profond, et l'alpha, c'est l'éveil. Donc, on a un espèce de mélange chaotique à l'intérieur de ces deux sommeils. Voilà, et donc quand voilà le tableau qui reprend toutes les anomalies, vous voyez qu'une des principales, c'est la baisse de sommeil lent profond. Merci Thierry. Alors, vous voyez que ça paraît assez évident, le sommeil, que la douleur influe sur le sommeil, mais vous allez voir que ce qui est beaucoup moins évident et ce qui est vraiment démontré maintenant dans un très grand nombre d'études, c'est que la perturbation du sommeil en lui-même est un facteur d'apparition ou d'aggravation des douleurs. Vous voyez que là, on voit se dessiner un cercle vicieux entre douleur et sommeil. Donc, c'est un phénomène qui est durable sur le plan épidémiologique, et on a des études qui montrent que l'insomnie est un facteur d'apparition indépendant de tous les autres de troubles musculo-squelettiques. Sur des grosses études, 30 000 personnes, puis bien faites, Norvège, Suède, vraiment les études solides. Les troubles du sommeil et la fatigue prédisent l'apparition de douleurs chroniques diffuses 18 ans, après 18 ans de suivi. Donc, c'est vraiment un phénomène qui s'inscrit dans le temps. Être insomniaque, c'est avoir un facteur de risque de développer un syndrome douloureux chronique dans le temps. Alors, il faut refaire un petit peu de science pour comprendre pourquoi. Des études vraiment scientifiques sur le sujet, et ça, c'est des études que l'on doit à Reuters, qui sont très récentes, mais qui reprennent des études qui ont été faites autrefois. On connaît ce phénomène depuis assez longtemps quand même. On voit que la privation de sommeil chez des gens non douloureux chroniques, chez des sujets sains, la privation de sommeil aggrave la douleur, elle sensibilise à la douleur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs expériences comme ça. Il y a des douleurs mécaniques, on appuie sur le doigt et on regarde à partir de quelle pression la douleur est déclenchée. Ou alors on laisse le doigt trempé dans une solution brûlante et on regarde au combien de temps le malade ressent la douleur. C'est un peu barbare, mais ce n'est pas dangereux. Et donc là, vous voyez, sur cette étude-là, très simple, il y a une différence très significative, c'est-à-dire que le lendemain matin, les gens qui ont moins dormi, eh bien, ils ont une augmentation, un abaissement de leur seuil douloureux, c'est-à-dire qu'ils sont plus douloureux à la douleur. Alors, ce n'est pas seulement quantitatif, c'est aussi qualitatif, c'est-à-dire que la qualité du sommeil, elle est totalement, quand elle est détruite, quand elle est abîmée, elle est totalement en lien avec une hyperalgésie, un abaissement du seuil de la douleur. Donc, si on continue, un petit peu plus sur le plan neurologique. Alors, je ne sais pas quel est le timing, ça va dans les temps. La privation de sommeil, elle a été donc étudiée en IRM fonctionnel. Ce que vous voyez, c'est de l'IRM fonctionnel. Donc, c'est une IRM avec une reconstruction 3 dimensions des différentes zones qui sont touchées lors de la privation de sommeil. Et on verra juste après ce que c'est la pain matrix. Mais déjà, vous pouvez retenir ces 3 zones très importantes. Les aires somatosensorielles, elles sont au niveau du cortex. C'est ce que Marc Dexter vous a montré, c'est l'homonculus de Penfield. C'est là que se projettent sur le cortex, à la surface de notre cerveau, les différentes zones qui correspondent à notre corps. Et des zones plus profondes, qui sont les relais sensitifs, l'hypothalamus, le noyau accumbens, qui sont surtout des relais de privation de sommeil qu'on voit là. Et vous allez voir qu'ils sont aussi dans la matrice douloureuse que je vais vous décrire à l'instant. Donc, dans la zone, lorsqu'il y a une déprivation de sommeil, il y a une augmentation de l'activité dans les zones corticales somatosensorielles. Vous me suivez? Dans les zones profondes, il y a une diminution de l'activité qui est pathologique suite à une déprivation de sommeil. Donc, c'est un début d'explication de pourquoi on aurait plus mal le lendemain d'une mauvaise nuit. Alors, évidemment, pour interpréter ça, il faut l'interpréter avec la douleur. Alors, je vais faire un peu le neurologue là, donc je vais vraiment, et c'est vraiment important de comprendre ça parce que ça vous ouvre la voie vers la compréhension de ce que c'est vraiment la douleur chronique. Donc, pour comprendre la pain matrix, c'est-à-dire le circuit de la douleur, il
Il faut que vous compreniez que le cerveau, pour interpréter la douleur, c'est comme pour la mémoire, c'est un circuit. Ce n'est pas une zone, c'est tout un ensemble de zones. Et ça ne peut pas fonctionner juste avec un petit bout de cerveau. C'est pour qu'on interprète la douleur, pour qu'on ressente la douleur, il faut que tout ce circuit-là soit utilisé. Et dans ce circuit, il y a 3 principaux niveaux. Le premier, c'est le niveau dont on a parlé cortical, c'est-à-dire le niveau de l'homunculus de Penfield, c'est-à-dire juste la zone de réception. On reçoit la douleur, on analyse où elle est finement, etc., sur son corps. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le niveau émotionnel. Donc, c'est celui qui est un petit peu plus vers l'avant. C'est l'analyse émotionnelle. On ne peut pas ressentir une douleur sans avoir une émotion associée. C'est pour ça que l'échelle numérique, elle a une valeur assez relative, parce qu'entre 0 et 10, vous ne pouvez pas donner en même temps, mélanger l'intensité, l'enlever de l'émotion, de la peur, hein, parce que dans le cerveau, il y a l'amygdale, et l'amygdale, c'est la structure de la peur. Vous ne pouvez pas le dissocier. C'est complètement idiot de penser que ce serait juste une toute petite zone de votre cerveau. Donc, deuxième partie, l'émotion, et c'est coloré émotionnellement. Et la troisième partie qui est le plus en avant, c'est la partie comportementale, c'est le lobe frontal. Évidemment que ce que je disais tout à l'heure, si vous étiez là sur l'enfant qui se brûle avec la bougie, ça lui a fait mal, ça va lui faire peur, et la prochaine fois, il ne recommencera pas. Ça lui a fait mal, c'est primaire, ça lui fait peur, c'est secondaire, et la prochaine fois, il ne recommencera pas, c'est frontal, c'est tertiaire. Et à chaque fois que vous avez une douleur, vous avez ces composantes qui se mettent en place, avec une mémorisation de tout ça, pour que la fois d'après, quand ils voient la bougie, ils se disent « Ouh là là, je ne vais pas la toucher ». Malheureusement, c'est pareil que le dentiste. Donc, il y a un circuit ou l'aiguille. Il y a un circuit qui s'installe entre, vous l'avez compris, douleur et mauvaise nuit. C'est-à-dire que c'est vraiment un cercle vicieux. Le patient douloureux, on l'a vu en première partie, ne dort pas bien. Et on a vu en deuxième partie que la douleur augmente, le manque de sommeil augmente la douleur. Et surtout, le sommeil lent profond lorsqu'il manque. Alors maintenant, soyons plus positifs. Est-ce qu'il y a des choses quand même là-dedans qui peuvent inverser le processus? Alors oui, quand on rajoute du sommeil, 2 heures de sommeil, alors c'est encore reverse, quand on rajoute 2 heures de sommeil à quelqu'un qui n'en manque pas, ben, le lendemain, il a moins mal. C'est-à-dire que ça lui a fait dire, à l'époque, que 2 heures de sommeil équivalait à 60 mg de morphine, de codéine, pardon, en termes d'équivalent antalgique, puisque c'est des études pareilles sur vraiment la sensibilité. C'est-à-dire que si vous dormez un peu plus que d'habitude, le lendemain, vous serez moins sensible à l'épine dans le pied, au petit orteil dans le canapé, vous voyez, les trucs pénibles, le doigt dans la porte, etc. C'est vrai pour la sieste. C'est-à-dire que quand vous faites une petite sieste, et la première étude, j'y ai participé de loin, c'est avec Serge Perrault et l'IRBA, l'Institut de recherche des armées. Parce qu'évidemment, vous savez que la sieste, ça intéresse beaucoup les militaires parce que comme ils ont besoin d'être opérationnels beaucoup, ils ont besoin d'être en éveil, ils ont besoin de garder le fusil toute la nuit. Donc, pour qu'ils soient bien éveillés et attentifs, on leur propose de faire des siestes plutôt que des vraies nuits. On a tout le temps de la guerre. Donc cette étude, elle a prouvé que quand on fait des petites siestes, 2 petites siestes de 30 minutes, on diminue son hyperalgésie liée au manque de sommeil. Donc, on inverse le processus, au moins partiellement. Et c'est vrai aussi pour les infirmières de nuit. Et ça, je plaide pour les services et pour on respecte le sommeil des infirmières la nuit qui travaillent à l'hôpital. C'est-à-dire qu'une petite sieste la nuit, à tour de rôle, bien sûr, il ne faut pas que l'infirmière soit toute seule, mais une petite sieste d'un quart d'heure, 20 minutes, ça diminue le risque d'apparition de troubles musculo-squelettiques dans l'avenir. Vous voyez que la sieste, elle a un effet positif. C'est un peu démago, peut-être, attention. Bon, donc, et là, on va retrouver une notion très importante, c'est qu'on retrouve le sommeil lent profond. C'est-à-dire que si on prive les gens de sommeil lent profond ou de rêve, de sommeil léger, de sommeil de rêve, de sommeil paradoxal, ce qu'on appelle le REM sleep, c'est le Rapid Eye Movement sommeil, parce que vous savez que dans le sommeil paradoxal, on est paralysé de tout son corps, sauf de ses yeux qui bougent et qui suivent cette espèce d'état de veille dans lequel tout se passe dans votre cerveau. Si on prive les gens de sommeil
lent profond. Donc, ils ont un abaissement de leur seuil douloureux, mais quand on leur redonne le sommeil lent profond, eh bien, ça améliore de plus 15% la perception de la douleur. C'est-à-dire que pour les gens qu'on prive de rêve, ben, ils retrouvent leur sommeil, leur seuil de douleur normal. Pour les gens qu'on prive de sommeil profond, si on leur redonne le sommeil lent profond, non seulement ils retrouvent un seuil de douleur normal, mais ça améliore encore leur résistance à la douleur. C'est sur la diapositive suivante. Donc, en résumé, qu'est-ce qui est important? Finalement, je vais faire plus rapide que prévu. C'est pas grave. Qu'est-ce qui est important? Il y aura plus de questions. Premièrement, il faut toujours interroger le sommeil des douloureux. Tout à l'heure, on parlait migraine. Il n'y a pas une maladie plus sensible au manque de sommeil que la migraine. Si vous ne dormez pas assez, le lendemain, si vous êtes migraineux, vous risquez une migraine. Si vous dormez trop, c'est le fameux migraine du dimanche, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, eh bien, vous vous réveillez plus tard, vous ne prenez pas le café que vous avez pris en overdose toute la semaine, et la carence en caféine plus l'excès de sommeil, vous êtes migraineux tout dimanche. Dimanche pourri. Donc, c'est important de respecter le sommeil et d'interroger le patient migraineux, mais tous les autres patients en fait. C'est-à-dire qu'un patient suivi en neurologie, en rhumatologie, en chirurgie orthopédique, dans n'importe quel service, son sommeil est important. Voilà. Il est même important le sommeil chez les tout petits et on doit respecter le sommeil des bébés. Vous pourrez en parler avec ma collègue de réanimation néonatale. Même après la naissance, on doit respecter le sommeil et le calme des enfants. Voilà, donc ça c'est important. On doit favoriser bien sûr des traitements qui accompagnent la douleur et le sommeil en même temps. Hein, c'est beaucoup mieux de traiter douleur et sommeil en même temps. Voilà, il ne faut pas dissocier les deux, c'est pour ça qu'il faut interroger le sommeil. Il faut évidemment favoriser les médicaments, les traitements non médicamenteux, parce qu'on peut par exemple, grâce à l'auto-hypnose ou la sophrologie ou des techniques de méditation ou de pleine conscience, on peut améliorer le sommeil et la douleur, comme par hasard. Hein. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, il y a moins d'effets secondaires. Évidemment, il faudra limiter les hypnotiques. Et on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure. On utilise certaines benzodiazépines qui allègent le sommeil. Avec ces benzodiazépines, vous aurez moins de sommeil lent profond. Et si vous avez moins de sommeil lent profond, vous aurez plus de douleur. J'exagère à peine, mais c'est un risque très important. Donc, ça veut dire qu'il va falloir choisir des thérapeutiques qui favorisent le sommeil lent profond, que ce soit certains antidépresseurs, certains antiépileptiques, mais sûrement pas le cannabis, les cannabinoïdes, qui allègent le sommeil, ni l'alcool, au passage, ni la morphine. Vous voyez que dans la douleur chronique, utiliser la morphine, c'est déjà une piste de réflexion par rapport à ce qu'on vous a dit ce matin. Peut-être que là, si la morphine a déstructuré le sommeil des gens en préopératoire, peut-être qu'on va les sensibiliser à la douleur chronique post-opératoire. Donc, sur la diapositive suivante, on va voir, c'est une étude très récente hein, qui date de fin 2021, où il a été repris l'ensemble des traitements antidépresseurs, y compris les nouvelles formules. Et vous voyez qu'il y a très peu d'antidépresseurs qui ont un effet positif sur le sommeil. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais en number one, il y a le Laroxyl, pas l'anafranil, qui au contraire, lui, est un peu excitateur. Mais en number one, vous avez le Laroxyl. Et puis, vous avez de vieux médicaments comme la miancérine, que nous, on utilise en neurologie chez les Parkinsoniens, par exemple, avec un effet très positif. Et il y a aussi le Norset, et puis encore d'autres thérapeutiques, mais finalement assez peu. La kétamine, bien sûr. La kétamine, c'est un excellent désensibilisateur à la douleur. Donc, vous voyez qu'il faut sélectionner, réfléchir dans le cabinet pour savoir si je donne un médicament, lequel je donne. Alors, moi, je vais vous donner mon expérience de neurologue avec le Laroxyl. Donc, l'expérience clinique, c'est quoi? C'est 20 ans de neurologie et peut-être 600 malades environ traités par Laroxyl, notamment parce que le Laroxyl, c'est le médicament de référence pour les migraines. Dans les états de mal migraineux, les neurologues, ils mettent du Laroxyl. Donc, ça marche en 24 heures, donc ce n'est pas l'effet antidépresseur qui marche. Et ça marche dans les douleurs chroniques. Il faut savoir que le Laroxyl est le seul traitement que 2 études Cochrane successives, 2012 et 2017, je vous ai mis que la 2012,
elles ont prouvé, en tout cas, elles ont retenu une efficacité du Laroxyl sur les patients fibromyalgiques et certaines douleurs neuropathiques. C'est le seul pour lequel cette efficacité a été prouvée, en tout cas reconnue. Prouver, c'est difficile. Enfin, juste avant, pour dire que je vous ai mis une petite étude qu'on avait faite dans le service autrefois, mais on en refera sûrement. Il y a peu de patients, ce n'est pas du tout significatif. C'est juste pour vous montrer parfois, sur des patients douloureux chroniques, vous ne voyez pas, c'est trop loin, mais là, il y a l'âge, l'ancienneté de la douleur. Il y a un patient, 15 ans de douleur. 15 ans de douleur. Donc, essayer de soulager quelqu'un qui a mal depuis 15 ans, ce n'est pas facile. Donc, les protocoles Laroxyl qu'on utilise, c'est des protocoles à forte dose, 25, 50, 75, parfois 100 mg de Laroxyl. Ça fait tourner de la tête tous les pharmaciens quand ils voient l'ordonnance arriver, parce que 100 mg de Laroxyl en comprimé, ils ont l'impression d'être au 19e siècle. Mais en fait, c'est un médicament qui ne coûte rien, qui a beaucoup d'effets secondaires, mais qu'on peut gérer, mais surtout qui marche. Et donc, sur l'étude d'après, je vais vous montrer, non seulement ça marche sur le sommeil, ça fait dormir, c'est ce qu'on utilisait dans les années 60, parce que ce médicament a plus de 50 ans, pour les cures de sommeil. Évidemment, ça fait dormir, mais ça marche sur la douleur, et ça ne marche pas seulement parce que ça donne du sommeil lent profond, mais c'est une piste d'explication. Donc là, vous voyez, sur la fameuse échelle numérique analogique, il y a une baisse de 32%, même si elle n'est pas statistiquement significative, mais c'est l'expérience clinique, je ne revendique pas une étude épidémiologique, et une baisse de 40% des zones douloureuses. Et ça, c'est très important parce que quand vous avez un patient qui a une EVA à 3 ou 4 sur 2 points du corps, ce n'est pas la même chose qu'une EVA à 3 ou 4 sur 10 points du corps. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, vous voyez là le schéma de la douleur dessiné par une patiente avant traitement et celui-là un petit peu plus loin après traitement où il y a presque plus de zones douloureuses. En tout cas, les jambes avaient disparu, etc. etc. Peut-être la cheville droite. Et sur la diapositive suivante, il y a de nombreuses études qui ont été faites en IRM fonctionnel sur le Laroxyl parce qu'on ne sait toujours pas comment ça marche vraiment. Mais dans ces études, le sommeil n'avait pas été étudié. Donc là, c'est un tableau récapitulatif de l'ensemble de ces effets. Il a des effets avec des récepteurs sur la moelle épinière, sur le tronc cérébral, dans le cerveau. Il a une action périphérique et centrale, mais surtout, il améliore le sommeil. Alors, quelle est la place des traitements non médicamenteux? Tout à l'heure, je vous ai parlé de pleine conscience, de méditation ou de sophrologie. Donc, j'aime beaucoup cette étude qui est très ancienne, qui date de 2005 maintenant. Je dis très ancienne, mais ça ne me paraît pas si vieux. Mais cette étude, elle a été faite sur des rats. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est quand même un des plus grands journaux, Science. Donc, on prend un rat. Vous savez que la sensibilité du rat, le plus important, c'est les moustaches. Donc, on va étudier le cortex somatosensoriel, donc le fameux homunculus de Penfield dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va regarder s'il se modifie avec la douleur ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, vous avez le cortex normal du rat en haut à gauche. Donc, ça, c'est les différentes poils. Hein, le 1, le 2, le 3, ils sont numérotés. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est horrible. La première fois, on enlève un poil. Donc, c'est le syndrome du membre fantôme. Donc, qu'est-ce que vous voyez? C'est la suivante. Bien, vous voyez une augmentation très importante de la zone qui a été enlevée, comme si le cerveau voulait capter toutes les informations possibles alors qu'il n'y a plus le capteur. Voilà. Après, si vous enlevez 2 poils sur le suivant, eh bien, vous rediminuez un petit peu. Il y a une espèce d'équilibre diabolique, mais c'est toujours très pathologique. Et sur la diapositive d'en dessous, sur le schéma d'en dessous, juste en dessous sur votre droite, eh bien là, vous overstimulez. Donc, ça veut dire avec beaucoup de perversité, ils prennent le poil et ils le tirent régulièrement comme ça pour créer une douleur chronique pendant je ne sais plus combien de temps dans l'étude. Et donc, évidemment, vous voyez une atrophie complète de cette zone somatosensorielle chez le rat qui devient pré-pathologique et une augmentation des autres zones. Et puis, c'est ce même rat, celui qui a été atrophié, hyperstimulé par une douleur horrible, au lieu de le laisser dans sa cage, on le met dans une super cage avec une rate, avec de la nourriture à foison, avec des arbres, la rivière, tout, une super cage. Et on refait l'expérience chez ce même rat, et là, pas de modification de la plasticité cérébrale du cortex somatosensoriel.
Ça veut dire que l'environnement enrichi, c'est comme ça que les auteurs le disent, l'environnement enrichi, ça veut dire que comment on va s'occuper du rat douloureux, parce qu'il est quand même douloureux, ça peut éviter l'apparition, très probablement, c'est une interprétation, mais je la revendique, l'apparition de douleurs nociplastiques, pour être simple. Voilà, donc je terminerai avec quelques rappels évidents. C'est que si on veut améliorer le sommeil des patients douloureux, il faut leur donner des conseils sur le sommeil et pas seulement des médicaments. Et donc ces conseils-là, c'est des conseils assez basiques, mais il faut valoriser le sommeil, hein, parce qu'il y a beaucoup dans notre population de gens qui pensent que le sommeil ne sert à rien et qu'il ferait mieux de ne pas dormir et de plus travailler ou de plus regarder les écrans. Donc pourtant, le sommeil, ce n'est pas la mort. Le sommeil, c'est une partie très importante de notre vie dans laquelle il se passe énormément de processus dont on a besoin dans la journée. Et donc, ces conseils sont importants. Et je vous encourage au cabinet, lorsque vous allez voir les patients à domicile, infirmières, kinés, médecins généralistes, de donner des conseils basiques sur le sommeil que tout le monde peut donner et qui parfois font la différence et pourraient potentiellement être un acteur positif dans la prise en charge de la douleur. Pour terminer, 2 diapositives sur l'avenir. Donc, vous avez parlé, professeur Viel, ce matin, de nouvelles thérapeutiques. Celle-ci est assez intéressante, elle n'est pas encore mise sur le marché. Il s'agit du suvorexant, 20 mg, qui est issu d'une recherche française et qui est un nouveau médicament pour le sommeil, qui est un inhibiteur de l'orexine. Donc, l'orexine, c'est une hormone qui est l'hormone de l'éveil. Donc, si on inhibe les récepteurs de l'hormone de l'éveil, on doit favoriser le sommeil. Mais ce n'est pas un hypnotique. Du coup, ce n'est pas la même chose que l'Imovan ou d'autres médicaments comme ça. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a une étude qui a été faite déjà encore par Hearst et qui montre que quand on donne ce médicament qui améliore le sommeil en profond des malades, on peut améliorer aussi le sommeil. Et en fait, le médicament a été déjà designé dès le départ dans son marketing pour être vendu pour le sommeil et la douleur. Et ça, c'est nouveau. C'est la première fois qu'on commence à parler en même temps du sommeil et de la douleur dans l'innovation thérapeutique. Donc, pour terminer, je voulais beaucoup parler de ça, mais je n'en ai pas parlé au final, sur la dernière diapositive. C'est que pour comprendre pourquoi, quand on est neurologue, le sommeil agit sur la douleur et inversement, il faut regarder le plus petit dénominateur commun entre les deux. Et ce plus petit dénominateur commun, c'est la mémoire. Parce que la nuit, nos processus de mémorisation fonctionnent à plein. Parce que quand on a vécu un psychotraumatisme, eh bien, on fait des rêves récurrents de son psychotraumatisme, comme pour essayer de nettoyer quelque chose qu'on n'arrive pas à nettoyer. Et dans le rêve, dans le sommeil lent profond, on va nettoyer une partie de notre mémoire, on va remettre en suspens l'ensemble de nos souvenirs récents qu'on va lier aux souvenirs anciens, et on va créer notre propre histoire inconsciemment pour ensuite pouvoir la vivre au quotidien de la meilleure qualité possible. Et donc ça, c'est probablement une piste. Et il y a déjà des éléments, mais je n'ai pas pu détailler parce que ça aurait été trop long. Il y a déjà des éléments aujourd'hui scientifiques pour montrer que quand on modifie le sommeil lent profond, on modifie la mémoire et que peut-être là, on pourra comprendre demain comment on pourra traiter mieux les douleurs chroniques en traitant leur mémoire douloureuse. Je vous remercie. Si vous avez des questions, bien sûr, avec plaisir. Merci Thierry pour cette présentation qui était fort sympathique. Effectivement, on est amené à travailler souvent ensemble. Moi, je m'occupe plutôt de la partie respiratoire, mais nous avons des pathologies qui sont complètement communes, notamment la fibromyalgie. Et l'implication du sommeil dans les troubles de la fibromyalgie est vraiment très important. Moi, je les vois pour des arrêts respiratoires, des efforts respiratoires. Et on voit très bien que ces pathologies-là, lorsqu'on améliore la qualité du sommeil par la prise en charge des anomalies respiratoires, améliorent considérablement également la douleur, même si ça ne fait pas encore tout. Et là où ça m'a fait sourire, c'est que nous avions eu une conférence sur sieste ou café. Et avec la migraine, j'ai bien souri parce que
sur le plan sommeil, sur le plan de la récupération et de la capacité d'éveil, bah, c'est pareil. En fait, ça va dépendre de l'âge. Quand on est jeune, il vaut mieux prendre un café, et quand on est vieux, il vaut mieux faire une sieste. Pas trop longue. Pas trop longue. Merci beaucoup Thierry. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez approfondir dans les quelques minutes qui viennent? Sur le traitement pharmacologique, donc tu nous as bien démontré que les benzodiazépines n'étaient pas du tout recommandées pour ces troubles du sommeil. C'est vrai que moi, je ne suis pas un grand prescripteur de benzodiazépines non plus, mais dans la douleur, depuis très longtemps, on a beaucoup utilisé le Rivotril, qui reste encore parfois employé dans certains cas vraiment extrêmes. Et est-ce que tu as des idées sur le Rivotril et sommeil profond, sommeil paradoxal? Est-ce que ça le modifie autant que les autres, ou est-ce qu'il est un peu en marge des autres benzos, celui-ci? Alors non, malheureusement, il n'est pas du tout en marge. Il marche très très bien. Le Rivotril, c'est un excellent algique. C'est vraiment assez fabuleux, mais ça marche qu'un temps. Il faut augmenter les doses parce qu'il y a un phénomène de dépendance, d'accoutumance qui se crée. Donc pour avoir le même effet, il faut augmenter la dose. Mais ça marche très 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 bien. Une goutte parfois suffit. C'est un médicament qu'on donne aux somnambules pour qu'ils arrêtent de somnambuler. Et pourquoi le somnambulisme? Parce que le somnambulisme, c'est dans le sommeil profond qu'il apparaît. Et en fait, le Rivotril, comme il allège le sommeil lent profond, il réduit la quantité de sommeil lent profond et le patient somnambule moins. Donc c'est vraiment un médicament qu'il ne faut pas donner si on veut du sommeil lent profond. Il faut plutôt conseiller aux somnambules de ne pas être en manque de sommeil. Parce que s'ils sont en manque de sommeil, ils vont faire plein de sommeil lent profond et là, ils vont somnambuler comme les dingues. Donc non, le Rivotril n'échappe pas à la règle. Il allège aussi le sommeil. Il diminue le sommeil lent profond, mais c'est quand même un assez extraordinaire antalgique qu'on ne peut malheureusement pas utiliser comme ça. J'espère qu'il sera transformé dans l'avenir par les laboratoires pharmaceutiques sur une autre molécule qui sera plus facile à utiliser. Il y avait une question là-bas. Pardon, juste encore une question pharmacologique. Donc, tu nous as parlé de l'avenir avec le daridorexant. Est-ce que la mélatonine, tu nous en as pas parlé, c'est souvent pas mal employé quand même pour réguler le sommeil de façon la plus physiologique possible. Est-ce que tu peux donner des recommandations sur son intérêt? Alors, la mélatonine, c'est génial. Prescrivez-la. Malheureusement, en Calédonie, ça coûte très, très cher. Je vous rappelle que, et c'est variable selon la pharmacie, mais ça coûte très, très cher. La mélatonine, c'est le Circadin en vente non libre et sur prescription, 2 mg. Nous, en neurologie, on le prescrit beaucoup chez les personnes âgées, chez les déments. C'est ce qui marche le mieux et qui a le moins d'effets secondaires. C'est prescrit chez les enfants avant un EEG de sieste. On va jusqu'à des quantités faramineuses, 8, 9, 10 mg avant un EEG. Les enfants vont très bien. Ça ne fait pas dormir, oui, ça fait dormir, mais après, ils récupèrent. Donc, c'est vraiment l'hormone du sommeil, entre guillemets. C'est comme ça que l'on le dit aux patients, et ce n'est pas une hormone. Mais ça marche très bien, la mélatonine. On l'utilise aussi sur les mouvements périodiques de jambes. Donc, le syndrome des jambes sans repos, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, pourtant, c'était un sujet qu'on aurait pu vraiment aborder dans Sommeil-Douleur, mais il y avait trop de choses à dire. Le syndrome des jambes sans repos, c'est 8 à 13% de la population. 8 parce que dans certaines populations, c'est assez faible. Dans d'autres, c'est plus élevé parce qu'ils ont des carences en fer. Comme en Afrique, par exemple, liées aux parasites, il y a des carences en fer chroniques ou des grossesses répétées chez les femmes avec des anémies qui ne récupèrent pas. Donc, il y a dans certains pays plus de carences et donc plus de syndrome des jambes sans repos. C'est une maladie très fréquente qui donne des douleurs véritables au niveau des jambes, mais les patients disent souvent gêne plutôt que douleur. Il y a une centaine de mots pour décrire cette gêne bizarre. Les Espagnols disent les jambes inquiètes. En espagnol, c'est comme ça que ça se traduit. Et là, la mélatonine, elle marche très bien parce que, pas vraiment sur les douleurs d'endormissement, mais plutôt sur l'autre syndrome associé, dans 90% des cas, qui est le syndrome des mouvements périodiques de jambes, qui est enregistré en labo de sommeil avec des petites électrodes sur les jambes. Et toutes les 2 à 3 secondes, eh bien, il y a un petit mouvement périodique qui a lieu dans le corps, qui est totalement incontrôlé puisqu'il arrive en plein sommeil, mais il réveille un petit peu le corps, et donc il allège encore le sommeil. Et grâce à la mélatonine, on alourdit le sommeil quand même, et donc on améliore la qualité du sommeil et la qualité de vie du lendemain. Donc la mélatonine, oui, à des doses, il faut commencer par... alors,
Pour le décalage horaire, c'est plutôt 1 mg. Hein. Ça, il faut l'acheter en métropole ou en Australie pour ceux qui ont la chance d'y aller, ce qui c'est beaucoup moins cher. Et sinon, pour les maladies, c'est plutôt 2 mg. Et parfois, nous, dans la maladie de Parkinson, on va jusqu'à 14 mg, 15 mg, 16 mg. Et on le fait fabriquer par la pharmacie de l'hôpital. Ça s'appelle une préparation magistrale. Normalement, les pharmacies de ville peuvent le faire aussi. Mais ça coûte quand même assez cher. La salle ? Oui ? Bonjour. Du coup, c'était le lien entre le sommeil et la douleur. Donc, en préopératoire, l'importance du sommeil de la nuit avant une intervention, par exemple, est-ce que du coup, l'impact, et on a souvent tendance, enfin, les médecins ont souvent tendance à prémédiquer avec du Xanax pour que les patients puissent dormir ou un anxiolytique. Est-ce que, enfin, on remet nos petits écouteurs. C'est assez intime que ces petits écouteurs. Donc, j'ai l'impression de vous parler qu'à vous, mais en fait, tout le monde entend. Du coup, c'est une très bonne question. J'en ai pas assez parlé. Votre question, c'est en préopératoire la nuit avant, l'intérêt des médicaments comme le Xanax ou l'Atarax aussi, hein, parce qu'on donne aussi l'Atarax. Des fois, du gabapentine aussi, ou du gabapentine, tout à fait, oui. Est-ce que la mélatonine, du coup, pourrait pas Alors, avoir un meilleur gabapentine, c'est effet? super. Gabapentine, ça améliore le sommeil en profond. Et c'est quelque chose qui est... On n'a pas parlé des antiépileptiques là, parce que c'était trop long, mais je reviendrai. Mais il faut... la gabapentine, c'est une très bonne chose. On sait sur les études en post-opératoire que ça marche quand même pas mal. Mais ça, je laisserai répondre au professeur Viel. Et en pré-opératoire, c'est une bonne idée sur le sommeil et pour les douleurs neuropathiques en général. C'est vrai que l'Atarax, ça allège le sommeil. D'ailleurs, ce n'est pas recommandé hein, dans le traitement des insomnies chroniques. Et les benzodiazépines, ça ne marche pas bien non plus. Donc, effectivement, la mélatonine, c'est une très bonne idée en préopératoire. Ça peut améliorer la qualité du sommeil en plus. Donc, c'est une très bonne idée. C'est un domaine qui n'est pas bien connu, comme vous l'avez remarqué. On ne fait pas très attention au sommeil de nos patients à l'hôpital. On fait beaucoup de bruit à l'hôpital. Hein. La nuit, les couloirs... bien sûr, notre personnel fait attention comme il peut, mais nous, dans un service de neurologie, les patients ne dorment pas très bien. Certains crient, d'autres bougent. Il y a des chambres à 2 lits. Les gens, ils ont mal. Parfois, certains sont attachés. Ils ont un brassard qui gonfle toutes les 15 minutes. Bon, évidemment, on ne fait pas cas du sommeil des malades la nuit à l'hôpital. On fait cas de leur pression artérielle, mais on ne s'occupe pas du tout de leur sommeil. C'est une erreur. Et je pense que dans la médecine de demain, on fera beaucoup plus attention à ce paramètre qui est fondamental, parce qu'il n'y a pas que l'éveil dans la vie, il y a aussi le sommeil. J'ai répondu à votre question? Vous n'avez pas l'air sûr? Si? Ok. Une autre question? Oui? Autrefois, on avait coutume en anesthésie de beaucoup prescrire la taraxhydroxyzine. La réponse, vous l'avez donnée, c'est pas la meilleure chose qu'on puisse faire. Par contre, la gabapentine a changé beaucoup de choses, c'est bien. Elle était recommandée à un moment par la Société française d'anesthésie comme prémédication, mais prémédication la veille, quoi. Non, ce que vous dites, ça m'interroge sur autre chose, c'est on favorise de plus en plus l'ambulatoire pour des raisons économiques, pour des raisons, enfin des tas de raisons. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser le malade dormir avant de l'opérer le matin, on le fait lever à 4 heures du mat et il arrive épuisé pour se faire opérer. Et ça, je trouve que ça pose des questions qui devraient dépasser la seule considération économique. Voilà. Je crois qu'on est à 100% d'accord là. Si on fait un sondage, je suis sûr que tout le monde est d'accord. Pas une grosse majorité.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Question. Merci beaucoup. Il nous reste à remercier encore grandement Dr Degrellan pour ce très bel exposé. Et on a le docteur Berline Kafoua, qui est le responsable du pôle sanitaire de la CPS, qui nous accueille aujourd'hui, qui va avoir les mots de clôture de la partie médicale. Je vous engage à rester, puisqu'après, on aura quand même le tirage de la tombola. N'oubliez pas de mettre vos petits bons dans l'urne pour gagner les tableaux. Et puis après, il y a un pot de clôture en musique avec le quatuor de cordes qui sera sur le deck pour vous. Et de 18 h à 19 h, j'espère que vous avez invité vos patients parce qu'il y a une très belle conférence tout public sur musique et douleur en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc je laisse le mot de la fin au docteur Berline Kafoua. Merci à tous. Merci beaucoup et je vous assure que tout sera très court. Je ne veux pas vous séparer de tout ce qui est important comme les siestes et le cocktail. En tout cas, première chose, j'ai été vraiment éclairé par beaucoup de choses qui ont été dites ce matin et aujourd'hui. J'organise depuis à peu près 23 ans des conférences de type clinique dans d'autres pays océaniens qui vraiment sont sur le modèle biomédical où c'est les médecins qui pilotent tout. Là, aujourd'hui, je suis ravi de voir que nous avons inclus d'autres types de thérapies alternatives et de professionnels de santé et de non-professionnels de santé qui ont participé à cette journée. Je crois qu'il est important de vous dire aussi que la CPS en général est une division de la santé publique. Ces 6 dernières années, nous avons les services cliniques qui sont jetés en programme. Nous avons des ingénieurs, des services médicaux et l'équipe de laboratoire maintenant est passée de laboratoire de santé publique qui travaille maintenant en étroite collaboration avec l'Institut Pasteur vers des laboratoires cliniques. Donc, vous avez vraiment une équipe complète en laboratoire, dont l'aspect clinique, donc, de la CPS au niveau de la division santé publique est beaucoup plus présente. L'année dernière, d'ailleurs, on m'a dit de soutenir tout cela et moi, j'ai répondu présent puisque la partie clinique fait partie de la totalité de la santé. La troisième chose que je voulais ajouter, c'est que nous avons eu des conférences cliniques, comme je l'ai dit, qui ont été organisées pour beaucoup de disciplines ces 23 dernières années, de l'anesthésie, chirurgie, en passant par la pédiatrie, l'obstétrique dans le Pacifique. Mais c'est la toute première fois que je vois une conférence se concentrer simplement sur un sujet aussi important que la douleur. Donc vraiment bravo, félicitations. Et nous soutenons aussi la sous-spécialisation, ce que j'appelle la sous-spécialisation. Nous avons donc une coopération avec les personnels infirmiers en Océanie, où il y a des détachements, par exemple en Australie, pour que nos personnels infirmiers puissent se spécialiser comme les médecins. Nous avons, grâce à Dr Luc, travaillé avec le personnel du Medipôle pour savoir comment nous pouvons travailler sur les soins infirmiers critiques l'année prochaine pour les cours de formation, parce qu'en raison de la pandémie de Covid-19 et l'urgence de tout ce qui s'est passé, tous ces soins d'urgence sont arrivés à leurs limites et donc il est important de travailler cette question. Donc pour le reste du Pacifique, nous envoyons en général en Australie pour tout ce qui est formation, pour les soins intensifs, pour que d'autres personnes puissent prendre le relais au cas où d'une autre pandémie. Encore une fois, merci à vous tous. Sans vous, nous n'aurions pas pu profiter d'une telle conférence. C'est grâce à vous. Merci au Dr Luc et à son équipe de nous avoir donné cette occasion et merci aussi à l'équipe CPS qui était ravie de vous accueillir aujourd'hui. Encore une fois, j'ai déjà dit au Dr Luc, mon rôle maintenant est de faire le lien entre ce forum et les autres forums qui auront lieu dans le Pacifique. Nous verrons que peut-être certaines personnes pourront se rendre dans d'autres pays du Pacifique pour faire le lien et participer aussi à d'autres réunions. Avec les directeurs des services infirmiers à la toute première réunion, tous le personnel infirmier de la région, vous savez, il n'y a que Nouméa qui n'avait pas de représentant à envoyer. Donc, je me suis promis ici que ce serait le cas la prochaine fois que l'on pourrait participer à cette réunion. Merci beaucoup.